joliment interprété en ce samedi, donc 25 mai, sur les ondes de la chaîne Inter, 13h passées de 36 minutes sur notre station. Et puis voici, et voilà, votre chronique Destination Tourisme. Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Et voilà, Destination Tourisme, la Tunisie, votre destination, la chronique de Mahdi Kantaoui. Bonjour Mahdi. Bonjour Salah, comment ça va? Voilà, quel plaisir de te retrouver comme tous les samedis. Et puis les auditeurs qui sont là, très... à nous écouter attentivement. Voilà, attentivement. Et puis on a le plaisir, eh bien, ce samedi, d'accueillir parmi nous, pas n'importe quelle personne, hein, Madame Doramiled, de la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Madame Doramiled, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de RTCI et merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, quel plaisir de vous retrouver. On remercie Mahdi Kantaoui, hein, qui est là. Mais c'est normal parce qu'on est à la veille de la saison estivale et nous avons pensé inviter Madame Doramiled parce qu'elle est bien placée pour nous parler donc, de la saison, des prévisions. Et aujourd'hui, c'est notre sujet d'ailleurs. Justement, le sujet d'aujourd'hui qui est les perspectives de la saison estivale 2024. Et puis merci Mahdi Kantaoui d'avoir pensé à ça. Mais c'est notre rôle et on le fait avec amour, avec passion. Hein, alors, pour notre belle Tunisie. La parole est à toi. Très bien, merci Salah. Donc, étant donné que nous sommes à la veille de la saison, à la veille de la saison estivale, donc il y a 3 semaines de cela, donc nous avons invité Monsieur Ahmed Bataib, donc le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme, pour parler des préparations pour la saison estivale 2024. Aujourd'hui, donc j'ai l'immense plaisir donc d'avoir parmi nous Madame Doramiled. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des perspectives de la saison estivale. Donc, on va bien attaquer la chronique par plusieurs questions. Tout d'abord, j'aimerais bien rappeler, parce que la semaine elle a été marquée par un événement, à savoir le lancement officiel de la destination Tunis-Carthage, qui a eu lieu donc sous le patronage de Monsieur Mohamed Mouaz Ben Hassine, ministre du Tourisme. C'était le mardi 21 mai, lors d'une cérémonie au palais Najma Zara à Sidi Bou Saïd. Donc cet événement marque donc la création du DMO, donc Tunis-Carthage, Destination Management Organisation, donc un organisme autonome chargé de promouvoir, développer et gérer la Tunisie en tant que destination touristique majeure en Méditerranée. D'accord. Voilà, très bien. Alors, ma toute première question pour vous, Madame Doramiled, comment s'annonce la saison? Je suppose que nous disposons déjà des prévisions donc approximatives. Oui, la saison 2024, dans la continuité de la saison 2023, c'est un retour, nous l'espérons, à une vitesse de croisière du secteur touristique. Donc on a déjà eu en 2023 une légère augmentation de certains chiffres. Je peux donner, par exemple, des recettes touristiques sont élevées à 6 milliards 900 millions de dinars, qui était une augmentation de 28% par rapport à 2022. Très bien. Mais par rapport à 2019, qui est devenue notre nouvelle année de référence, c'est une légère augmentation de 4,5%. Pour ce qui est des arrivées aux frontières, on est à 9 300 000 visiteurs, une augmentation de 45% par rapport à 2022, mais encore légèrement, très légèrement, 0,6% par rapport à 2019. D'accord. Et pour les nuitées, qui est le chiffre qui nous concerne le plus en tant que fédération hôtelière, on est à 25 300 000 nuitées, c'est plus 30% par rapport à 2022, donc la reprise se confirme après le Covid, mais on reste à moins 15% par rapport à 2019. Ah, d'accord. Donc pour plusieurs raisons. Qu'on cherche bien sûr à comprendre, vu que la capacité en exploitation est quand même revenue pratiquement au même niveau qu'en 2019, avec 180 000 lits. On a encore un potentiel. Mais non, mais il a été réduit ou pas? Parce qu'avec les hôtels qui sont fermés. Oui, mais ça c'est par rapport à la capacité d'origine qui est de 240 000 lits. Avant 2011, on était à 240 000 lits. Très bien. Donc on a 25% des hôtels qui ont fermé depuis 10 ans. Et même certains étaient fermés avant pour des raisons structurelles.
Donc là, on est revenu à la même capacité, mais à moins 15% des nuitées. Alors, est-ce que c'est le résultat de la diversification du produit d'hébergement? C'est fort possible. Hein. Ou est-ce que c'est aussi peut-être l'augmentation de la concurrence aussi? On sait que les pays voisins, destinations sont apparues. Hein. Oui. Quand par exemple comme l'Albanie, sur le pourtour méditerranéen, cette toute nouvelle destination qui investit dans le tourisme à grande échelle, en construisant des stations touristiques sur les côtes, comme nous l'avons fait il y a 50 ans. Ils s'y mettent, ils n'investissent pas du tout dans le tourisme alternatif, ils ont décidé d'aller vers, on va dire, le cœur de l'activité touristique, qui est toujours les vacances balnéaires, familiales en Méditerranée, à la porte du plus grand marché touristique mondial, qui est l'Europe. D'accord, très bien. Le taux d'occupation reste faible, on est seulement à 38%. En moyenne bien en moyenne annuelle, relativement à ce qui est ouvert, à ce qu'en exploitation, on n'est que à 38%. Ce qui est vraiment bas pour assurer la rentabilité et la pérennité des entreprises. D'accord. On va parler par la suite donc, en termes de développement. Donc ça, c'est pour montrer qu'on est en reprise. Et 2024, les prévisions confirment cette reprise-là. On va essayer de faire aussi bien et probablement on va faire un peu mieux parce que déjà les chiffres du premier trimestre sont plutôt positifs. Il y a une légère augmentation encore par rapport à l'année dernière et on espère que ça va se confirmer pendant la haute saison, même s'il y a on pourra développer après les freins et les obstacles à un développement plus important. Donc la saison s'annonce, on l'espère, bonne. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les marchés qui sont intéressés par la destination Tunisie, surtout pour la saison été 2024, compte tenu de nos participations aux différents salons de tourisme et les contrats d'allotement signés entre hôteliers tunisiens et tour opérateurs européens? Donc, autrement dit, principalement, de quelle nationalité seront donc les touristes qui vont séjourner dans les différents hôtels en Tunisie durant cet été? Alors, essentiellement, donc aujourd'hui, c'est le marché européen qui représente, je parle des hôtels, hein, parce qu'il y a une différence entre les entrées dans le pays et entre les nuitées. Les nuitées, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on peut dire que le marché européen, on va prendre les statistiques de 2023 parce qu'on est dans la continuité. Le marché européen, il représente 58% de nos nuitées. Donc c'est le premier marché pour nous. Et le deuxième, c'est le marché intérieur qui aujourd'hui est le marché local, les Tunisiens. Voilà, des résidents qui est autour de 26%. Qu'en est-il des Algériens, étant donné la proximité? Les Algériens, c'est vrai que c'est un... Oui, c'est vrai on parle européen, mais c'est le troisième. En fait, c'est un marché très important aussi, qui se place après, on va dire, pratiquement en troisième position, puisqu'on a en premier les Français. On a eu les nuitées, ça a été en 2023, on a eu 4 400 000, les Français en premier, les Allemands en second, avec 2 800 000 nuitées, et en troisième, presque 2 millions de nuitées, ce sont les Algériens. Donc des nuitées dans des hôtels. C'est vrai que c'est vrai que le marché algérien est un marché à part. Qui représente, oui, de plus en plus, c'est ça la nouveauté et l'évolution, c'est que de plus en plus d'Algériens réservent le produit hôtelier parce qu'il est connu pour préférer en général la location de meublés. Et là, on voit que de plus en plus, il y a aussi un intérêt grandissant pour les séjours dans l'hôtel. Super. Donc c'est un marché important pour nous. Bon, ça reste un marché saisonnier. Donc c'est principalement l'été, hein? C'est principalement l'été ou certaines vacances scolaires, les vacances de fin d'année aussi. Par exemple, au nord-ouest, il y a des mouvements assez importants pour les vacances de fin d'année avec nos voisins algériens. Ain Draham surtout, hein? Ain Draham et Tbarqa. Et puis aussi la région du Cap-Bon aussi, elle est très appréciée par les Algériens. Très bien. Ce qui est Hammamet. On dit toujours que la région c'est vrai que Djerba est la première région touristique. Pour les Français.
Non, en général. En général, au d'accord. niveau flux de nuitées. D'accord. Mais si on prend, parce qu'il y a des répartitions administratives, mais si on met ensemble Nabel, Hammamet et Yasmine Hammamet, qui est considérée à part, Oui. cette région-là, elle dépasse la région de Djerba. Donc ce sont deux régions très importantes aujourd'hui, avec bien sûr Sousse et Monastir. Sont les trois régions les plus importantes de développement hôtelier, on va dire, de capacité hôtelière et de nuitée en Tunisie. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est l'importance croissante aussi des marchés de l'Europe centrale. Oui. Aujourd'hui, Comme par exemple, comme vous la pouvez nous Pologne. citer, oui, Ah oui, la Pologne. Oui. La Pologne, c'était 1 500 000 En 2023. nuitées en 2023, avec une croissance de 84% Waouh. par rapport à l'année d'avant. Donc c'est la Pologne a vraiment, c'est un grand boom sur notre marché et notre destination, et aussi la Tchéquie aussi. C'est le cinquième marché ou sixième marché si on prend en compte les nuitées des Algériens. Donc c'est un marché aussi très important et en pleine croissance. Sans oublier que nos marchés classiques, vous savez, il y a eu quand même une récession importante pour différentes raisons. Oui. Donc on avait perdu depuis longtemps le marché allemand suite à ce qui s'était passé à Djerba. Et là, Oui. il y a un retour avec une croissance de 68% par rapport à 2022, en 2023. D'accord. Et le marché anglais, une croissance de 75%. Donc les Britanniques, enfin, reviennent vers cette destination-là. Et les Britanniques, c'est un marché important parce que c'est un marché qui vient l'hiver aussi. D'accord. Et Oui. si beaucoup d'hôtels ont fermé après 2011 et surtout après 2015, Oui. c'est parce que on avait perdu le marché britannique. Et alors, il y a aussi un marché qui nous manque, c'est le marché russe, bien sûr, qui représentait 600 000 nuitées avant la guerre, avant le Covid, on va dire. Et donc, on espère qu'il y aura bientôt la fin de la guerre et qu'on pourra se repositionner sur ce marché très important pour nous aussi. Alors, j'aurais juste une petite question à vous poser, Madame Doramiled, qui est la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Alors, vous venez de parler du retour en force de la Tunisie dans le marché européen, mais je pense que derrière, on nous fait confiance, ils reviennent vers nous. Alors, il y a justement un travail qui a été fait en amont. Alors, comment ça s'est passé justement pour regagner la confiance justement de ces touristes en Tunisie? Déjà, il fallait redonner confiance au niveau de la perception de la sécurité dans notre destination. Il y a un travail qui a été fait après 2015 avec les autorités sécuritaires britanniques, des formations qui ont été faites et une sensibilisation aussi de tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur touristique pour qu'il y ait ce qu'on appelle le M30, c'est-à-dire à la fois la prise en charge de la sécurité, bien sûr, par les autorités, mais en même temps qu'au niveau des entreprises, il y ait de plus en plus d'investissement dans tout ce qui est installation, réseau de caméras, portiques, etc. Donc là, nous, on est même actuellement en train de mettre en place des formations spécialisées pour un chef, un responsable de sécurité, que ce soit quelqu'un de certifié, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et donc, d'ailleurs, hier, on avait une réunion avec la police touristique, justement, pour mettre en place aussi d'autres formations qu'on fait tout le temps, chaque année, en début de saison et même parfois à la fin de l'année, avant les vacances de fin d'année. Donc, il y avait ça. Et la deuxième chose, c'est aussi, on peut dire, le positionnement, les avantages naturels qu'a la destination. Voilà notre Tunisie. Potentiel. C'est-à-dire que ça ne change pas, heureusement. Ouais. Notre positionnement au cœur de la Méditerranée, à 2 heures, entre 2 et 3 heures en moyenne des destinations des marchés européens, ce grand marché, le fait qu'on a quand même des ressources naturelles, en tout cas, on va parler déjà du balnéaire, qui est le plus connu à l'international. Je crois qu'on a encore parmi les plus belles plages de Méditerranée. Aussi l'accueil particulier du Tunisien. L'accueil chaleureux des Tunisiens.
l'ouverture. Oui, chaleureux, il est chaleureux naturellement. Le Tunisien. L'ouverture aussi, c'est-à-dire qu'on est un pays qui en a tellement reçu dans notre histoire de civilisations différentes qu'on n'a pas peur de parler, d'échanger avec des étrangers, des visiteurs. Justement, la différence fait la richesse aussi. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis l'effort aussi que font les réceptifs, les agences réceptives et les hôtels pour rester toujours très très compétitifs. Ça a un coût, parce que rester très compétitif et essentiellement par le prix, ça a un impact après sur l'investissement de rénovation, sur la pérennité, l'investissement aussi dans les ressources humaines, la formation. Nous, on aimerait bien qu'on vienne à l'avenir, c'est ça, aussi on en parlera après de la vision, que les visiteurs viennent un peu plus parce qu'ils sont attirés par ce qu'on a à offrir comme richesse culturelle que simplement parce qu'on a une super offre c'est pas uniquement le prix, de package, etc. Et qu'il y a des TO aujourd'hui, des grands tour opérateurs qui sont spécialisés et qui arrivent à comprimer, à faire des économies d'échelle, etc. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du retour du marché russe, parce qu'une fois, j'ai rencontré un directeur général d'une agence voyage réceptive. Il m'a dit que les Russes qui viennent en Tunisie, ça représente 1% des Russes qui voyagent. Oui. Donc c'est un marché. Actuellement. Même avant. Même avant. Oui, les Russes traditionnellement, parce que aussi commercialement, comme vous le savez, vous qui étiez dans le domaine, les plus grands tour opérateurs russes et agences qui organisent des voyages à forfait sont d'origine turque en Russie. Et donc, bien sûr, ils privilégient la Turquie. Et la Turquie est très très bien commercialisée. Par les Turcs depuis la Russie. Et puis juste après le Covid, et puis aussi pendant le conflit russo-ukrainien, la Turquie a pris toutes les mesures nécessaires pour conserver ce marché en créant une nouvelle compagnie qui leur est destinée, une nouvelle compagnie aérienne, en acceptant les moyens de moyens de paiement par carte russe. Il y a eu beaucoup de facilités et de mesures prises. Et l'Égypte aussi est un autre. Elle a fait pareil aussi. Il y a aussi des relations historiques, politiques entre les deux pays. Donc l'Égypte aussi est un pays, toute la zone de la mer Rouge, qui accueille beaucoup de Russes. Voilà. Mais nous aussi, on devrait passer à l'action aussi pour développer le secteur du tourisme. Non, on a eu un problème. On essaie de faire comme eux. On a eu un problème parce qu'en fait, en général, les Russes venaient avec des avions gros porteurs, leurs compagnies, les compagnies des tour opérateurs. D'accord. Et vous savez, lors du conflit russo-ukrainien, il y a eu des mesures prises par l'Union européenne pour interdire le survol donc de l'Europe par ces avions-là. D'accord. Et donc, il aurait fallu qu'ils fassent un détour important par la Turquie, etc., qui rallongeait énormément le vol. Et donc, le coût n'était plus compétitif avec la Turquie et la Russie. La seule solution, c'était d'envoyer des avions tunisiens. Mais comme vous savez, les flottes nationales sont assez restreintes, ne sont pas très... Et en plus, les assurances refusent ou mettent le tarif d'assurance très élevé si on va vers la Russie. Donc, ça a été un frein pour le retour de ce marché-là, mais j'espère que bientôt il y aura des ouvertures. Espérons-le. Voilà. D'accord. Alors, revenons en Tunisie, pour les familles tunisiennes, parce que leur préoccupation, c'est surtout les tarifs. Donc, les tarifs hébergement hôtel sont-ils abordables pour les familles tunisiennes qui souhaitent passer des vacances un peu partout en Tunisie? Là, on parle bien sûr du tourisme balnéaire. Et bien sûr que tout est relatif et que les tarifs en haute saison, c'est comme vous le savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. À l'international ou en Tunisie, c'est en juillet-août qu'il y a la plus grande demande sur les vacances balnéaires et chez les hôtels en bord de plage. Donc évidemment, comme les prix sont libres, les prix vont augmenter, d'autant plus que, comme vous savez, notre capacité d'hébergement s'est réduite. Donc il y a une grande tension, surtout sur les bons produits, parce que bien sûr, les familles, elles aimeraient bien avoir la qualité. Donc si on va vers des 4 et des 5 étoiles, et bien là on a les tarifs top. En haute saison, juillet-août, c'est vraiment les tarifs les plus élevés. Donc la solution, et on l'a dit à la FTH depuis plusieurs années, c'est déjà d'essayer de réserver à l'avance, parce qu'à l'avance... C'est-à-dire à l'avance 2 mois à l'avance, 3 mois, un peu plus 2 mois, alors si c'est mai, c'est trop tard mai, parce que mai, en général,
Vu qu'il y a le retour de la demande internationale et que beaucoup d'hôtels balnéaires commercialisent avec les tours opérateurs, eh ben, ils ont déjà acheté la plupart des chambres. Et ils les ont achetées l'année dernière, à partir de fin août, début septembre. Okay. Et donc ils ont dit, moi je m'engage, vous me laissez ces chambres-là de côté, je m'engage à les vendre et on se met d'accord sur le prix dès maintenant. Hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent avoir leurs avions, parce qu'ils ont très souvent leurs propres avions. Ils ne veulent pas avoir des avions vides. Hein. Donc, ils font ce qu'on appelle le early booking. C'est-à-dire, ils font des promotions si vous réservez au mois de décembre. Des réservations anticipées. Moi, je connais même, il y a des Anglais et des Allemands, parce que je le vois en commentaire, qui disent « Ah, mais moi, j'ai réservé », qui réservent même à partir de, dès qu'ils ont terminé leurs vacances en juillet-août, ils réservent pour l'année d'après. Parce que pour eux, le fait de savoir que ça y est, dans un an, ils vont passer leurs vacances, c'est une motivation pour passer l'hiver. Et donc, pour eux, c'est un plaisir de commencer à chercher où est-ce qu'on va l'année prochaine et de réserver à l'avance. Et en plus, là, ils ont les meilleurs prix à ce moment-là. Parce qu'il y a des réductions sur les vols, plus on se rapproche de la saison. Donc, normalement, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher. Et surtout quand on est dans des bonnes saisons où il y a une très forte demande, aussi bien de l'Europe que de nos pays, des pays voisins. Normalement, il faudrait réserver au début de l'année, normalement, si on peut. Alors, je sais qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de visibilité parfois pour les congés. On n'a pas fait des remarques. Moi, mon patron, si je lui dis au mois de janvier ou février que je vais prendre 15 jours, il me dit non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, Et ça, peut-être, il y a une évolution des mentalités. Et donc, en Tunisie, donc, il y a des actions early booking qui ont été lancées par les hôtels en Tunisie pour les Tunisiens. En d'autres termes... Très rapidement, Maître Kantaoui. Comment ça? Il est 13h passé de 5 C'est pas possible. Eh ben oui, tu vois, le temps passe vite. Oh là là. On avait tellement de choses à dire et... C'est pas possible. D'accord. Il faut me couper alors. Sinon, on devrait organiser, programmer notre rendez-vous. Justement, oui, avec Madame Dora Millet, qui est la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et si vous pouvez encore prendre rendez-vous, ça serait sympathique. Mais j'aimerais bien quand même conclure en disant qu'il y a un certain nombre d'hôtels, beaucoup d'hôtels, parce que le marché tunisien est un marché stratégique pour nous. C'est vraiment ce qui nous permet, on le sait, on l'a vu, ça a été démontré pendant le Covid, qui permet à l'industrie nationale de survivre dans des... Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui gardent un contingent pour leur clientèle tunisienne. Nous, on essaye de mettre en place, on a demandé depuis plusieurs années à ce qu'il y ait des chèques vacances qui soient mis en place pour aider, pour pouvoir avoir des avantages quand on prend sur les prix pendant des vacances, la diversification aussi du produit et le décalage des vacances pour que l'offre ne soit pas concentrée à la même période, si c'est possible pour tout le monde. Donc, on est très conscient et on essaie d'avancer et d'améliorer l'accueil, de répondre aux attentes de nos compatriotes. Très très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci, le temps il passe très vite, sincèrement. Merci Maître Kantaoui pour la chronique Destination Tourisme. On a parlé aujourd'hui des perspectives de la saison estivale 2024 et ce en présence de Madame Dora Millet, qui est la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Dans quelques secondes, ce sera le journal complet qui sera présenté par Mohamed Ali Cheib. Sinon, c'était côté technique, Rouaïda Bizid à la réalisation, que je remercie infiniment. Sofiane Benjim, notre journaliste web. Côté micro, c'est Abou Gelbel, qui vous souhaite un excellent week-end et qui vous donne rendez-vous demain à partir de midi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.